Bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir. On est ravis d'accueillir la communauté GraphQL Paris. Ok. Très bien. Excusez-moi. On va juste regarder le son. Excusez-nous, j'espère que ça va marcher. Pour la petite histoire, en fait, l'événement est retransmis en live stream ce soir pour notamment notre communauté de freelance qui n'est pas à Paris. Et donc, c'est pour ça qu'on a les micros, tout ça, la caméra. Pendant les sessions de Q&A des talks tout à l'heure, je vous demanderai, quand vous aurez une question, de bien prendre ce micro, cette catchbox qui est un micro, pour expliquer vos questions dans le micro et qu'en ligne, ils entendent également vos questions. Sinon, donc, je disais que Comet est ravi d'accueillir la communauté GraphQL ce soir pour ce meet-up avec notamment 3 speakers d'exception. Est-ce que certains connaissent déjà Comet? Oui, ok, pas mal. Super. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Comet est une plateforme de mise en relation directe entre freelance spécialisés dans la tech et la data et les entreprises. Donc on a uniquement des missions pour les développeurs et pour les experts data, data scientists et data engineers. Donc lorsqu'un freelance est en mission, Comet assure également tout le suivi administratif. Mais au-delà de ça, Comet, c'est une communauté de freelance, parce qu'aujourd'hui, on réunit plus de 3500 c'est ça, freelance qui sont notamment réunis dans un Slack privé et qui échangent au quotidien, soit sur leurs problématiques techniques ou pour leurs problématiques en tant que freelance et indépendant. On a également plusieurs partenariats qui sont spécialisés auprès des indépendants et qui permettent du coup à notre communauté de freelance d'améliorer leur confort de vie. Voilà, donc je vais laisser la parole à Jonathan qui va vous présenter les speakers et le meet-up. Et puis je vous retrouve après du coup pour échanger, boire quelques bières et grignoter. Il y aura également la team Comet, donc vous pourrez leur poser des questions si vous voulez. Merci beaucoup et bonne soirée. Ok, merci à tous d'être venus ce soir. Donc c'est la 4e édition du GraphQL Paris. Donc merci encore à Comet pour sponsoriser cette soirée. Chez Team Starter. On aura du coup... Mirumi Software. Et puis vous me reverrez parce que j'aime bien parler. Du coup je fais un petit speak sur un événement qui a eu lieu à la fin de l'année dernière sur les API Days. Je rappelle qu'on cherche toujours, et c'est très dur de trouver des sponsors, donc une entreprise qui veut bien payer des bières et des pizzas, voilà, pour une petite soirée sympa. Et on cherche aussi des speakers, donc si vous faites du GraphQL et que vous avez envie de parler de quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur le Twitter. Et du coup, on va commencer par Vincent. Je vous souhaite une bonne soirée.
Bonsoir à tous. Ce soir, je vais parler de générer des API GraphQL. Et pour commencer, je vais vous poser quelques questions. Qui ici utilise GraphQL sur des projets en production actuellement? Ok, ça fait pas tant de monde que ça. Euh, et j'ai envie de vous poser une question. C'était quoi l'expérience pour développer côté serveur? Est-ce que c'était cool ou c'était un peu difficile? Très cool. Ok, donc je répète pour les gens qui sont en live. C'est parfois assez facile et parfois, quand on a à agréger plusieurs schémas et à gérer des schémas, ça peut être un peu compliqué. Alors ce soir, en fait, moi je vais vous parler de GraphQL vraiment côté serveur. Je crois que côté client, on en a beaucoup, enfin, vous avez sûrement entendu pas mal déjà parler et il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est vraiment génial. Mais côté serveur, en fait, il y a des promesses qui ne sont pas forcément tenues. Et donc on va voir à travers l'histoire de GraphQL Sequelize Generator, qui est une petite lib qu'on a réalisée du développement de notre appli, comment est-ce qu'on peut faciliter la création du code serveur pour GraphQL. Alors je me présente, je m'appelle Vincent, ça fait 8 ans que je travaille à Matters. J'ai commencé en tant que simple développeur et je suis passé lead dev, chef de projet et maintenant je suis CTO au sein d'un des projets d'une des startups du startup studio de Matters qui s'appelle TeamStarter. Alors, TeamStarter, ça a commencé il y a 1 an. C'était une idée de Matters et l'idée de Matters, c'était de dire on va responsabiliser nos salariés, on va leur donner de l'argent tous les mois et avec cet argent, on va créer une plateforme de crowdfunding pour laquelle ils pourront chacun créer leur projet et entrefonder leur propre projet. S'ils veulent quelque chose dans la boîte, ils ne vont pas venir nous demander, ils ne vont pas avoir à demander l'aval de leur project manager, ils vont juste créer leur projet, les fonder, utiliser l'argent, utiliser le temps et faire ce qu'ils veulent dans la boîte. Tant que ça respecte à peu près la culture de l'entreprise, il n'y a pas de problème. Et donc de cette idée est né le projet TeamStarter. Moi, je l'ai repris il y a à peu près 1 an et demi, au moment où on s'est dit, en fait, ça marche très bien chez nous, et pourquoi pas chez les autres. Et donc, on a fondé la startup TeamStarter. Et quand j'ai repris le projet, j'étais donc entièrement seul à coder, et j'ai eu à prendre des décisions qui étaient, bon, je suis tout seul, on est une startup, on va devoir être très efficace, on va sûrement pivoter dans pas longtemps. Il faut que je fasse un code qui soit simple, efficace et maintenable, et voilà. Et donc, j'ai eu à choisir, on a eu à choisir, à cette époque-là, on était un peu plus à programmer, on a eu à choisir comment on allait procéder. À cette époque-là, GraphQL était en train d'arriver super fort. On est allé à un meet-up à San Francisco et on a vu que c'était vraiment génial côté client et on savait que ça allait nous aider énormément à produire du code client super rapidement. Par contre, pour le côté serveur, là, c'était la question. Donc, je vais parler un petit peu de REST côté serveur. Et donc, la question qui se pose surtout, c'est GraphQL par rapport à REST. Qu'est-ce que ça fait côté serveur? Donc, une des premières choses d'une requête REST, c'est que quand on fait une requête REST, on récupère souvent qu'un seul type d'objet. Si vous utilisez à peu près des implémentations souvent banales qu'on trouve dans la plupart des frameworks, vous allez pouvoir avoir un type d'objet. Et si le framework est bien, suivant certaines dimensions. Vous allez pouvoir avoir, par exemple ici, dans cet exemple d'une shop, vous allez pouvoir tous les items qui sont vendus pour une catégorie donnée. Voilà. Certains frameworks vont juste vous dire, OK, tu peux choper les catégories, point, et c'est à vous de faire votre micmac pour récupérer toutes les informations. Sauf que souvent, on voit que, donc ça c'est la promesse de GraphQL côté front, c'est que on a besoin de plus d'informations. Nos pages, il y a plein de widgets, il y a plein de data, c'est pas un seul type, on en veut plusieurs. Et donc GraphQL, ça donne quoi? Ça donne une query qui permet de demander plusieurs types. Et donc à la place d'avoir un seul type, on a maintenant potentiellement une infinité de data demandées. Avant, quand c'était du REST, vous saviez que vous alliez récupérer des items. Parfois, il y avait des filtres, parfois pour telle catégorie, parfois pour qui devait être join à tel code métier, tel droit. Mais vous saviez qu'on veut des items, je donne des items. Maintenant, dans GraphQL, non seulement on peut demander n'importe quoi,
mais on peut demander n'importe quoi dans n'importe quel sens. Et ça va être très important, parce que maintenant que vous faites du code, c'est plus « ok, je vais donner un item ». Oui, mais potentiellement, mon item, c'est le fils d'une catégorie. Potentiellement, mon item, c'est le parent d'une catégorie. Et donc là, va se poser la question de comment est-ce qu'on code ça de façon efficace. Et voilà. Heureusement, GraphQL, c'est pas juste une RFC. C'est pas juste une définition d'une fonctionnalité. GraphQL, ça vient avec énormément de librairies. Donc là, on peut dire merci à Facebook, qui est le groupe qui a développé et publié GraphQL en open source. Ils sont arrivés directement avec l'implémentation qui va avec la RFC. Donc au final, on part pas de rien. Mais il faut quand même faire des choses côté serveur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un schéma. Le schéma, il va falloir dire au serveur GraphQL, voilà les données, voilà comment elles sont liées, voilà exactement, j'ai un item dans une catégorie peut avoir plusieurs items, et ainsi de suite. C'est sympa dans les démos, dans les démos Facebook, mais une fois que vous avez un vrai site en prod avec 50 types et des multiples relations très complexes, là ça devient vite très compliqué. Votre arbre, c'est des centaines de fichiers et des dizaines de milliers de lignes. Définir les types, c'est super répétitif, parce que souvent vous avez déjà une définition quelque part dans votre projet, que ce soit l'ORM, que ce soit vos fichiers de type, si vous faites du TypeScript, et ainsi de suite. Donc c'est ultra répétitif. De là, il faut composer les différents types, mettre les types, ok, celui-là il vient, celui-là vient, celui-là, ah oui, mais celui-là, pas quand on a tel droit, pas quand on est en prod, pas quand on est en machin. Et donc là, c'est pareil, c'est rébarbatif. C'est vraiment rébarbatif. Et après, il faut implémenter ce qu'on appelle des résolveurs. Alors ça, je ne sais pas si vous avez fait du GraphQL côté serveur, mais côté serveur, pour faire une analogie avec le MVC, vous aviez un contrôleur. Un contrôleur, on lui disait, ok, on t'appelle parce qu'on veut des items, retourne des items. Un résolveur, c'est pareil. On l'appelle pour un type, on lui dit, ok, on veut des catégories. La seule différence, c'est qu'un résolveur, ça vient avec un contexte. On va te dire, oui, on veut la catégorie du parent, et voilà, tu as un parent en fait. Tu as un parent, tu as un objet qui existe et qui est ton parent. Parfois, le parent, ça va être la racine de la query, rien du tout. Donc vous essayez de retourner ce qu'on peut en fonction des droits de l'utilisateur. Parfois, vous connaissez le parent en fait. Ok, je veux tous les projets de ma catégorie, ok, je les chope et c'est bon, c'est fait. Mais ça, très vite, comme vous aviez fait dans vos API normales, c'est super long. C'est super rébarbatif. Vous codez toujours la même chose. Ok, je fais un find all avec des queries. Ok, c'est toujours pareil. Et accessoirement, ça je vais passer très vite, il y a ce qu'on appelle des mutations. Et des mutations, en gros, c'est juste un call auquel on pense qu'il va muter la donnée. Un résolveur par défaut, un résolveur par défaut, ça ne va pas muter la donnée, ça va la retourner. Et une mutation, c'est un résolveur et la donnée qui va retourner, on dit au front-end qu'elle a été modifiée. Donc voilà, ça, je vais juste en parler vite fait. Et donc, pourquoi développer cette lib? Donc je vais dire GHG à la place de GraphQL SQLite Generator. Parce que écrire des résolveurs, c'est super répétitif. Écrire du CRUD, tout le monde, je pense, si vous êtes développeur, en a écrit des centaines dans sa vie. À un moment, on commence à se dire, s'il vous plaît, j'en ai marre, j'ai envie d'écrire du code intéressant. Moi, personnellement, on avait une lib qui correspondait à nos besoins qui s'appelle GraphQL SQLite. C'était bien, mais c'est que le R de CRUD, que le read. Ça permettait juste de choper rapidement des objets avec l'ORM qui s'appelle SQLite. Mais au-delà de ça, il n'y avait rien. Create, update, delete, bon, c'est quasiment 99% toujours la même chose. Je supprime un truc, je recrée. J'ai besoin juste de deux hooks qui viennent. Bon. Donc là, vraiment, on disait, on n'a pas envie de les recopier. Toutes les liaisons possibles dans vos objets métiers. Et donc notre idée, c'était tout simplement de dire, on va faire une petite lib suite. Vous avez des hooks très rapides à faire. Des fields custom, parce que parfois votre modèle, c'est pas exactement ce que vous exposez dans le graphe. Parfois vous allez faire des calculs, parfois vous allez taper des API extérieures qui n'existent pas dans votre base de données. Et ainsi de suite pour les mutations. Parfois vous faites quelque chose qui n'est pas juste un create ou juste un read. Parfois c'est dans une transaction avec plein de choses et ainsi de suite. Et les souscriptions, qui sont un concept, je ne sais pas si vous connaissez de GraphQL, qui sont en gros du push d'event.
Donc en gros, ça sert à faire de la mise à jour instantanée de données dans le browser. Le serveur va envoyer, il va dire hey, en fait, il y a un objet qui vient de changer. Voilà les nouvelles données, mets-les à jour automatiquement. Ce qui est très cool, c'est que souvent, les frameworks comme Apollo le gèrent de base. Donc si vous aviez n'importe où sur votre page un endroit qui utilisait votre item, et vous dites le nom a changé, partout sur toutes vos pages, ça va instantanément changer sans aucun code à faire. Et donc nous, on les génère de base pour toutes les opérations. Alors, je vais faire une micro-démo. D'accord ? Ça va être vraiment micro. Même en fait, je vais juste vous montrer à quoi est-ce que ça ressemble. Donc en gros, GraphQL Sequence Generator, je suis en train de me rendre compte que c'est beaucoup trop petit. Bon, c'est pas grave. C'est juste cette partie-là en fait. C'est juste quelques lignes. Ils vont vous dire, ok, donc là on est dans un exemple d'un petit projet que j'ai récupéré, que j'avais commencé il y a 1 an, que j'ai adapté en 2 minutes, où j'avais avant un immense fichier de 600 lignes de générateurs, et ainsi de suite. Ok. Pardon ? Hop. Voilà. Et donc j'ai repris un très vieux projet, et ça a scrollé. Hop, pardon. Et tout ce que j'ai fait, c'est de dire, bon bah, voilà, j'ai une déclaration qui est juste un objet de base, et je lui ai dit, voilà, prends mon modèle, je veux du list, du create, du count, prends ce modèle-là, du list, du create, du delete, prends ce modèle-là, du list, du create, de l'update. C'est juste 9 lignes de code, grosso modo. Et la partie liaison fait encore moins de lignes de code. Voilà, la partie liaison, ça fait ça. Donc il y a un export, je veux récupérer l'objet créé, et un serveur.apply middleware sous Easy Express. Bon, c'est pas très important de voir à quel point le framework est minuscule. La lib fait dans les 2000 lignes entièrement. C'est vraiment le concept qui est important, c'est pas vraiment l'implémentation. Et donc ça donne au final, le tab est fermé. Hop, 5000. Non, ce n'est pas démarré. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, effectivement. Désolé. Hop, je vais vous démarrer un exemple. Run server. Voilà. Ok. Excusez-moi. NVM. Les aléas de la live démo, hein, forcément. Ça marche il y a 5 secondes, ça ne marche plus juste après. Bon, eh ben c'est pas grave, mais je vais vous montrer exactement ce que ça donne sur le repo. Parce que forcément, je l'ai lancé il y a 5 secondes. Et on va pas perdre de temps dessus. Désolé. De toute façon, ça marche jamais les démos, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est obligatoire. Et donc, en gros, hop, ça vous fournit ça. Et donc ça, je crois que c'est la démo obligatoire de tous les softwares qui utilisent du GraphQL, qui est une interface de base où vous pouvez voir qu'avec les 9 lignes de code qu'on a mis, on a toutes les queries nécessaires, toutes les mutations et toutes les souscriptions. Et tout est queryable normalement. Voilà. Donc c'est juste pour montrer que ça marche. Après, pas vraiment très important. Alors les choses aussi que GraphQL Sequelize permet, et ça je pense que la plupart des libs dans le même genre le permettent aussi, de cacher un field. La plupart du temps en production, vous avez besoin de ne pas montrer le mot de passe aux gens, voilà, ce serait bien qu'ils ne le récupèrent pas. Le count tout simplement. Parfois ça aussi, ça permet d'être très productif. On a rajouté un truc que ne permet pas GraphQL Sequelize, qui est de faire des orders sur des associations. Parfois on veut ordonner sur une association et c'est un peu fastidieux. Voilà, bah, nous on l'a géré de base. Et aussi un truc qui est très important et dont je vais parler un peu plus juste après, c'est les performances. Et donc un des trucs que promet GraphQL, c'est de dire vous ne demandez que la data que vous voulez et sur le réseau va passer uniquement la data que vous avez demandé. Ok, c'est bien. Mais d'un point de vue de performance côté serveur, et il y a des problèmes de performance côté serveur, c'est aussi important de ne récupérer que la data qu'on a demandé.
Et ça, par exemple, en REST, c'est toujours je vais chercher toute ma data et c'est parti. Et donc nous, on fournit un moyen pour justement ne fetcher que ce qu'on a besoin. Alors qu'est-ce que GraphQL SQL Generator ne fait pas? On ne fait pas plein de choses. Et on ne fait pas souvent les choses les plus compliquées. Les plus compliquées parce que GraphQL, comme je vous l'ai dit, une query ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi et ça peut être aussi grand qu'on veut. Aussi grand que votre serveur accepte en payload JSON, ça peut être 10 mégas de query si vous voulez. Et en gros, ça veut dire une infinité de profondeur pour votre graphe. Et ça, infinité de profondeur, vous savez tout de suite que sur votre serveur, il ne va pas aimer. Et ça, il n'y a quasiment aucun framework qui le gère de base, c'est toujours à vous de prendre des choix. D'accord ? Quasiment actuellement, aucun framework ne fait des choix à votre place. Il va falloir faire le choix de limiter la profondeur. Ça peut être pas mal, mais ça peut être limitant, parce que parfois, si vous avez des agrégations de plusieurs fragments de GraphQL, ça peut faire des requêtes assez profondes, mais quand même rapides. Et donc là, il va falloir dire, ok, voir avec votre team, dans votre projet, c'est quoi une limite réalistique. Il va y avoir aussi une limite de temps. Une limite de temps, ça sera, bon, si ma requête prend plus de temps que ça, il faut la couper. Et ça va faire des renders qui parfois sont un peu étranges, parce que en GraphQL, une des choses qui est assez sympa côté serveur, c'est que tout est rendu en parallèle. En tout cas, tout ce qui est en parallèle dans le graphe, tout est rendu en parallèle. Donc si vous faites du timeout, vous pouvez avoir certains items qui sont là, d'autres qui ne sont pas là, certains attributs, et d'autres non. Et donc ça, il n'y a pas de bonne solution. Il faut réfléchir et ça sera toujours à vous de faire ces choix. Et donc nous, on a choisi de ne pas y toucher. Et dans les choses autres, enfin en général, quand vous coderez du GraphQL côté serveur, il faut toujours avoir les performances en tête pour tout ce que vous faites. Parce que ça va très vite devenir un problème. Et donc il faut toujours être très attentif à ça. Une des autres choses qui va aussi vous embêter sûrement assez rapidement, c'est le fait que vous allez très vite vous apercevoir qu'avec un framework de base, vous allez avoir une query par entité. Ah ok, vous avez 10 projets, ok, ça fait 10 selects. Chaque projet, ok, vous voulez les fichiers. Ok, il y a 2 fichiers par projet, ça fait 20 selects. Et vous êtes à 30 selects juste pour une petite query. Et donc très vite, en fait, vous allez avoir des centaines, parfois des centaines de queries, parfois réalisées en parallèle, donc ce qui est quand même pas mal. Mais ça fait quand même des centaines de queries et votre database ne peut pas non plus suivre beaucoup. Nous, on utilise et on conseille d'utiliser une librairie qui a été développée par Facebook qui s'appelle DataLoader et qui sert à faire de la parallélisation de queries et du batch de queries. En gros, ça se hook à un URL, pas forcément Sequelize. Vous pouvez l'utiliser aussi chez vous en dehors de GraphQL. Mais nous, dans notre cas, on utilise Sequelize DataLoader. Et ce que ça va faire, c'est que ça va regarder toutes les queries SQL qui passent. Ça va légèrement les batcher sur un truc entre 5 et 10 millisecondes. Et toutes celles qui ont le même type de where, c'est-à-dire la même structure de where, mais qui ont des in avec des ID différents, ils vont regrouper les in. Donc s'ils avaient 10 queries avec where project ID égale 1, where project ID égale 2, where project ID égale 3, ça va prendre toutes les queries, les enlever, en remettre une seule qui fait where project ID égale where 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez avoir une seule query. Et derrière, ça va les redispatcher au bon résultat. Ça, vous allez être obligé d'une certaine façon ou d'une autre de l'utiliser. Nous, on vous montre comment faire, mais ce n'est pas inclus. Et dans tous les cas, vous allez avoir ce genre de problème. Une des autres choses, c'est que quand vous faites de l'API côté serveur, vous faites souvent des droits. Vous faites des droits, vous dites, OK, je veux pas que mon utilisateur puisse supprimer la base. Okay, pas supprimer les autres utilisateurs. Et donc, vous allez faire un check, vous allez vérifier. Et ça, en fait, ces checks-là, ils vont être très, très coûteux. Parce que si vous le faites pour absolument chacune des entités, à chaque fois qu'un résolveur passe, il y a un résolveur qui passe pour chacune des entités retournées, vous retournez 200 utilisateurs, vous n'avez pas forcément envie qu'il y ait 200 checks. Et donc, une des choses qu'il va falloir faire, c'est adapter votre code pour dire, eh ben, si je sais que mon parent, c'est une liaison directe de la database qui est équivalent à un droit, comme un utilisateur belong à un groupe, donc si le groupe a des utilisateurs, j'ai pas besoin de checker les droits, parce que je sais que si mon parent c'est un groupe, automatiquement ça va marcher. On est dans un droit qui correspond à la DB. Et donc là, vous faites pas de check. Ou si on chope directement l'utilisateur, là, s'il n'a pas de parent, là, vous devez faire un check. Et ça, c'est pas résolu par la lib, et c'est pas résolu en fait par aucune lib. C'est à vous de faire attention quand vous codez du GraphQL côté serveur. On prévoit dans le futur d'ajouter
des nouvelles features. Moi, j'utilise ce framework tous les jours hein, dans le projet qui est TeamStarter. J'ai juste envie de vous dire, si ça vous intéresse, si vous faites des petits POC, vous avez envie de faire un petit site en GraphQL en 5 minutes, utilisez-le, faites-moi des retours, faites-nous des retours, et on vous aidera à avancer la lib. En tout cas, je prévois d'en faire plusieurs features. Pour terminer ce talk, j'ai envie de vous parler de quelques petits trucs qui sont plus génériques. La génération d'API, en fait, c'est un concept un peu plus... il y a pas mal de trucs qui se font au sujet de la génération en GraphQL et qui sont très intéressants actuellement et que je pense que on mérite d'en discuter. Le premier, par exemple, c'est générer vos types à partir d'un schéma. Donc ça peut être très intéressant si vous avez déjà un schéma GraphQL et vous avez des types TypeScript que vous êtes obligé de maintenir à la main. Vous pouvez, à partir d'un schéma existant, générer les types ou inverse. Si vous avez des types et vous êtes envie de passer à GraphQL, vous avez des libs, vous leur donnez tous les types TypeScript et ils vont vous générer le schéma à partir des types. Vu qu'au final, les types représentent un peu comme l'ORM, le schéma de votre business, et ben ça c'est disponible. Et donc moi, si vous n'utilisez pas notre framework, vous pouvez au moins regarder. Une autre chose qui arrive en ce moment, c'est les frameworks qui s'appellent Resolver First, ou les librairies. C'est une approche où on dit, côté serveur, on va arrêter de faire des schémas, de tout définir en schéma et en business. On fait juste des petits résolveurs qui répondent à une seule chose. Et avec des classes, on indique comment ils se lient entre eux. C'est une nouvelle approche qui est en train d'arriver. J'ai vu pas mal de gens sur Twitter en parler dans la semaine qui vient de passer. Et donc je vous indique fortement à regarder cette approche et les nouvelles libs qui arrivent. J'ai mis un article dans le doc de la talk, du talk si vous voulez en apprendre plus là-dessus. Et si vous êtes intéressé par ce genre de librairie, je vous conseille aussi de regarder GraphQL Nexus. Si GraphQL Sequelize Generator ne vous correspond pas, par exemple si vous ne disiez pas Sequelize en ORM, GraphQL Nexus est une bonne lib alternative. Et pour finir, si je fais ce talk, c'est tout simplement parce que GraphQL Sequelize Generator, c'est l'issue de d'une année et demie de développement. C'est issu de plusieurs problèmes tous les jours en se disant comment je fais pour faire plus simple, comment je fais pour faire moins compliqué, comment je fais pour me faciliter la vie. Au final, tout ce qu'on a fait, tout ce que j'ai fait pendant 1 an et demi, c'est enlever des lignes de code, jusqu'à qu'il reste uniquement ce qui me servait vraiment tous les jours. Et donc, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est pareil. C'est dès que vous commencez à avoir des abstractions qui marchent bien, des abstractions qui tournent et qui vous posent aucun problème, que vous faites que étendre, et faites des talks. Si vous avez une petite lib GraphQL côté front, une petite lib GraphQL côté serveur qui fait juste une petite chose, faites des talks et ça va vous en faisant le talk, en parlant de votre lib, vous allez savoir un petit peu ce qui gêne dans la lib, qu'est-ce que vous allez pouvoir encore enlever, et au final votre code n'en sera que mieux. Donc voilà, partagez vos abstractions. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions ? It's okay, it's okay. No, it was more nothing was existing at that time. Like we onboarded GraphQL like a few months after it had been released at the first GraphQL event in San Francisco. They were like, "Oh, it's awesome, so awesome!" And after 2 months of development, we're like, "Oh, it's awesome, but it lacks some tools." So we developed it, but that's it. It was just because there was nothing to use. Yeah. So it's a bit complicated because I'm not using exactly that package in production, because we have like the a little bit different version in production, and I'm on the process to clean it up, removing all the business case, etc., to have just the pure library. So this one is working. It's working on some side project, and in a few weeks it will I will remove our own code in production and use that.
But basically, it's like really, really near code. It's just the code that I had from production, but clean up and renamed. That's it. So not right now, because we are using Flow and not TypeScript. But I'm on the one of the things that I want to do is to develop to develop it for TypeScript and maybe have an alternative for TypeORM, because most people using TypeScript server side use TypeORM. So I am really thinking very hard to develop it. But right now it's just for Sequelize, and there is no type providing, sadly. Oui, exactement. Bah, c'est le premier talk où j'en parle et en fait c'est la première fois qu'on l'a. On l'a. Non, non, j'ai pas essayé de auto-star. C'est pareil, mes tweets je les auto-like pas et donc mes projets GitHub je les auto-star pas non plus. Mais pour l'instant c'est un projet qui était uniquement utilisé en interne sur un seul projet dans la boîte, enfin, à Matters. Et donc là en fait c'est la première fois où on commence à dire ok, on sent que ça marche et que on essaie d'intéresser les gens à ces problématiques. Alors j'ai regardé, c'est pas non plus super mature. On reste dans des besoins qui sont émergents. Donc c'est très basique. Ok, donc les plus gros challenges et comment est-ce qu'on a testé? Alors je pense, sérieusement, côté serveur, il n'y a pas de challenge. Voilà. Mon opinion, c'est que côté serveur, on s'embête beaucoup plus qu'autre chose. Il n'y a pas vraiment de pattern, il n'y a pas vraiment de oh mon dieu, on a un problème jamais résolu. Côté server-side, c'est toujours ok, tu prends le livre de Martin Fowler, tu tournes les pages jusqu'à trouver la solution et tu la trouves. Donc c'est pas très excitant. Je pense que côté front, on a eu beaucoup de challenges, mais en fait c'est les challenges UX. C'est comment faire une bonne page, comment faire que la personne clique au bon endroit, comment faire qu'elle comprenne que c'est des commentaires et pas des likes et ainsi de suite. Et personnellement, c'est ce à quoi on a plus lutté, c'est faire une bonne expérience utilisateur, plus que le code. Je pense qu'actuellement, avec si vous avez du React, avec du Redux et nous, côté serveur du Node et Setlib, voilà, il n'y a pas vraiment de challenge technique en particulier. Côté test, j'ai une opinion assez forte sur comment tester une librairie. Et mon opinion, c'est pas de test unitaire, uniquement des tests end-to-end. Je teste que les API publiques des choses. Je déteste avoir à faire oh tiens, il faut que je refacto et maintenant je dois changer tous mes tests de méthodes privées que personne n'utilisera jamais. Donc TeamStarter en l'occurrence, j'ai deux types de tests. J'ai les tests côté serveur où je teste que les calls GraphQL, mais je lance un serveur, un vrai serveur express, et mes tests font des mocks, font des calls réseau et vérifient que tous les points d'accès sont appelés en l'appelant exactement pareil qu'une personne, enfin qu'un client. Et pour ce qui est des tests front, en fait, on n'a que des tests end-to-end. On a une lib qui s'appelle Puppeteer qui spawn des Chrome headless. Et tout simplement, je scripte une personne qui clique sur les boutons, upload les images, se balade sur le site, fait toutes les actions et ainsi de suite. Et on n'a que ça. On n'a pas un test, on n'a aucun test unitaire qui teste est-ce que la fonction retourne la date moins un jour ou ce genre de choses. On n'a que des tests end-to-end. Et ça marche très bien.
Ok, je vois. Alors, la première question était en quoi est-ce que GraphQL change vraiment d'une bonne stack REST? Grosso modo, c'était ça, non? Euh, non. Alors si tu as déjà fait du Symfony, du coup tu as les annotations, ça permet de sérialiser et du coup d'envoyer ce que tu as envie. Par contre, ta query derrière, ton doctrine, il a appelé toute la query. Il a quand même été sélectionné tout ce que tu avais besoin dans la base de données. Sur GraphQL, il va sélectionner que ce que tu vas envoyer. Du coup, typiquement, si tu as un join ou si tu vas chercher quelque chose dans une autre table et que tu veux pas l'afficher pour cette query, il va même pas faire l'appel dans la base de données. Du coup, tu as un gain de performance sur ça. Donc voilà, c'est ça la différence qu'il y a entre le fait d'utiliser les annotations et le fait de taper sur le GraphQL. Enfin, je fais les deux, du coup, je fais en PHP et en Node. Voilà. Et donc, ça, c'est à condition que ça soit implémenté dans la version du serveur que vous utilisez. Mais voilà, sinon, ça fait ça. Et donc, la deuxième question était... Ah oui, alors en fait, ça, c'est un problème qu'on a souvent quand on fait des définitions de schéma. Où tu dis, ok, j'ai un utilisateur qui utilise un groupe et mon groupe utilise l'utilisateur. Et donc, il y a un moment où il y en a un qui n'est pas déclaré. Forcément, voilà. Et bien, tout simplement, en fait, sur les implémentations de base de GraphQL, la référence à un type soit passe par un objet, donc là, c'est là où on a les problèmes de référence cyclique, soit tout simplement passe par des callbacks. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu dis, ok, ça va être en référence à le retour de cette fonction. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il définit tous les types d'abord. Donc c'est flat, il définit tous les types. Et après seulement, il résout les dépendances. Et à ce moment-là, bah, tout est déjà défini. Et donc comme les types, enfin voilà, comme les types, en fait, la liste des types est flat. Après, les dépendances, elles, ne posent plus de problème. Mais effectivement, si c'est, enfin, j'ai eu le problème lors du développement. Si on n'utilise pas justement cette méthode de déclaration asynchrone, et ben on tombe dans ce problème. Merci beaucoup. Et donc, juste pour dire, le projet est disponible ici sur cette page, le premier. Et le talk en entier est un talk réalisé en JavaScript. Et en gros, il y a aussi un repo pour le talk où il y a toutes les références sur tous les articles et toutes les choses que j'aurais pu citer. Donc si vous avez envie, vous pouvez aller dessus et tout est dessus. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Hop, alors. C'est parti. Alors, c'est super sympa. Il vient de Pologne directement. C'est vraiment sympa. Donc ça va parler en anglais. Ça a l'air d'être facile par là-bas. Voilà. Pour les autres, ça va être un peu plus difficile, je pense. Donc voilà, essayez d'être sympa avec lui quand même. Il vient de loin. Bonsoir. That's the only word I can speak French. So, okay. So hello everyone. My name is Marcin Gembala, and today I'm gonna talk about adding GraphQL layer onto a Django application. All right. Let's see if we can do this. Yeah. So one word about me. I'm a Python developer and I work at Mirumi Software. This is a company in Poland, in Wrocław. And we build web applications, but specialize in e-commerce. And I'm also a lead developer for the project called Sailor. And I'm also the maintainer of the open source community of the project. You can find me on Twitter and on GitHub under those links. All right, so quick agenda. First, I'd like to talk about Sailor a little bit to introduce the project. Then we will talk a little bit about architecture of a Django application and what problem this architecture has. And then I'll quickly talk about how we made this migration and what problems did we have and what benefits we ended up with. So first, I will tell you the story of GraphQL at my company. So we started doing GraphQL in 2016, so that was the first time we saw this library, let's call it.
And at that time, me, as a backend developer, I was thinking that this is another new JavaScript thing, because we all know that there is every month new JavaScript thing online. So, and it was released in the context of React. So the first implementation of GraphQL was in JavaScript, actually, and it was released also with Relay, I suppose. So to me, that looked like a new JavaScript thing. Of course, it isn't only JavaScript thing. So we just take a look at that, but we had no use case for GraphQL at that moment. And 1 year later, in 2017, we've built one single application with that. So at that time, we used Relay because that was the only available front-end client for GraphQL. And I remember that it was very difficult to use. Like, it took me 2 weeks to figure out how Relay works. So this was very early version of GraphQL. So again, it was over there. GraphQL was really nice, but we again had no use case for that really, and were not convinced. And 1 year later, in 2018, things were completely different, because you could read on the internet a lot of articles about more and more companies migrating to GraphQL, like GitHub, Medium, I don't know, Netflix, even Nike recently built their store with GraphQL. So, and also Facebook was claiming that they've been using GraphQL in production for 3 years. So we thought, okay, and at that time also I remember those whole Apollo tools were released. So we thought that this may be a really good moment to actually use it in our projects. And we were starting doing our major refactor in Sailor, so we decided to, okay, let's use GraphQL for everything and just rebuild our front-end applications. And in 2019, so today I'm here talking about GraphQL, and my whole company is so excited about this technology that we are using this in three of our projects already. And those teams that don't use GraphQL, they are actually begging to use this technology. So we are really excited about this. Okay, so what is Sailor? So this is the project that I am working on, and this is basically e-commerce platform. It is open source since the beginning, and as I said, we at Mirumi specialize at e-commerce, and we simply needed a tool to build e-commerce in Python. There was some solutions, but we were not very happy with that, so we built Sailor. And it provides basic e-commerce features such as product catalog, checkout, and customer accounts. And we also have management dashboard. This is the screenshot on the right side, which allows you to manage products, orders, customers, permissions, etc. Why it is different than other platforms? So you don't simply install Sailor and use it as it is, because we always encourage people to customize it. So you can take this whole code base and do with it whatever you want. So this is just the starting point, like this is the foundation for your project. So if you don't do anything with it, you have simple e-commerce, but actually you can customize it to many different use cases. Okay, so this is this very simple chart, but it shows the architecture. So how many of you is actually familiar with Django or in Python? Not so many, but yeah. So I'll quickly explain how it works. So Django is typical MVC framework. So it works like most of web frameworks, I believe, like Ruby on Rails and a lot of PHP frameworks, which I don't know, but I suppose that they won't work that way. So we have 3 layers, like models, views, and controllers. And what is very specific about this architecture is that it all sits in single code base. So we basically have huge monolith. And this is also the architecture of Sailor before we change this. So first we have database, then we have a layer of Python code. So this is the models that talk to database and all the business logic. So order management, order processing, product management, this all is implemented in Python. And then we have views and controllers. And in Django, there are HTML templates. And views are simple functions that are callbacks for URLs. So as you can see also on the screen, we have
actually two applications. One is the storefront part and the other is dashboard part. So one is private and the other one is public. So this is how Sailor always looked like. And what are the problems with this architecture? So first, the static HTML views. This is really problematic if you have large management views like this one. So this is a screenshot from our dashboard, and this is used to manage products. So you use this view in order to create new products or update a product, and etc. So the problem with static views is that you have to do a lot of page reloads in order to manage very related stuff. So we have products, we have product types, we have some attributes. There are also categories and collections. This is all related, and in order to manage that, you have to click through, like, I don't know, 10 different views. So this is not the best user experience you would expect from a management dashboard. Actually, I counted how many URLs we have from only product management, and there is like 30 different URLs, so this is a lot. Another thing, we have no JavaScript framework. So you don't have to analyze this code, it just shows how messy JavaScript we used to have in our project. So it's 2019, and we are using this ugly logic to update cart quantity in the storefront. So I don't believe this is the right way to do it in, with the current state of technology we have right now. And also, it's very problematic to organize your JavaScript files. And why is that? So as I said before, in Django, you have those static templates, right? So if you wanted to use React or Vue or any other JavaScript framework, you would have to initialize it on every page reload. So this is not the way you use those frameworks. So they are meant to use them like single page applications, right? So yeah, we ended up with this mess. So this is not good. And the last thing is actually business needs. So right now, one of the hottest trends in e-commerce is migration to PWA. And if you don't know, PWA stands for Progressive Web App, and this is the way to build a mobile application with JavaScript. And it also provides offline mode, so this is really important for e-commerce because you can browse your product listings offline. And this is very convenient also for development because you have single code base. So everything is written in JavaScript. So you don't need any iOS developers or Android developers. Yeah, and we wanted that, to have that in Sailor. And it turned out that for that we need single page application. And to have single page application, we need API. And we had no API in Sailor. Yeah. So why we chose GraphQL actually? So first, because when we decided to do this migration a year ago, we already knew that this is very good stack because Facebook is using it, and as I said before, many companies are migrating to GraphQL. And also it looked like, very battle tested because of how long it's been used in Facebook. So that was one reason. And another one was the promise of exciting stack. So with the all Apollo client possibilities and with TypeScript, you can have this code generation. And this is really like, I don't know if there were such tools before, but before there was like Redux, state management was not so obvious, and with this stack, it seems much better now. So we thought that if you want to build API in 2018, this is the way to go. And also, we believed that GraphQL will add business value to our product, because if we are an e-commerce platform and we want to compete with other big players such as Shopify, Magento, or those PHP e-commerce platforms, like most of them provides REST API, but GraphQL is still a new thing. So we thought that, okay, if we add GraphQL, we can be like the first platform who does that. So this was the business value for us. Okay, so
what do you do if you are a Python developer and you need to build GraphQL? So you have basically single choice. This is the framework called Graphene, and it's the only tool for GraphQL in Python. And it has 4K stars on GitHub, so it is quite popular. It has bindings for various web frameworks such as Django, Flask. But one problem with that framework is that the maintenance of it is not so good, because there is a lot of open pull requests, a lot of open issues, and actually there is only one maintainer who built this project a few years ago, and right now he is busy with something else, and there is like no people who would, you know, drive this this project further. So I'm a little bit afraid of that, about future of the project, but we will see. Right now, this is the only way to go. And in Graphene, you define your API like on this example. So you use Python classes, and later, based on that, you generate your SDL schema. So you cannot write your schema in SDL, like for example in Apollo server. It's like the other way around. Yeah. All right, so this is the interesting part, because now I'd like to tell you about the migration itself. So we started doing this migration in 2018, in February, more or less. And thanks to how Django structures the files within the project, we were able to build API one module by module. So in Django, if you have, for example, products and orders and customers, all of them live in separate module. So we were able to, you know, do that by one and not break the original applications we had. So this is really nice. And at the same time, we started building those single-page applications, because we decided to build new single-page applications for our front end. And this was very ambitious plan, because at that moment, I remember that I told my boss, okay, I think that in 5 months or something, we will finish this. And yeah, and 5 months later, we only had beta version of our API. And for this single page application, we had like 30%, because it was so much work that we didn't expect that actually. So the biggest issue was single page application. GraphQL was not that big problem. So in July, we have released beta version. It had about 50 queries and 100 mutations. So this is fairly large API, I guess. And now, in January, I think that we can consider this API finished, but during the last 6 months, we were still finding some bugs, and we were improving the overall quality of our code base. So if you don't have API, GraphQL API, and you are considering to add it, this is a very long process. So in total, it took us 1 year to build this API in project of, you know, that large project. So this is the architecture we ended up with. So it's quite similar to what we have before, but there is one significant difference. So we've added GraphQL on top of this whole Python layer. So right now our Python code base consists only of Python. So this is good thing. And what we also did, we have removed those front-end applications to separate apps. So right now they are implemented with TypeScript, Apollo Client, and React. So they are completely separate. Yeah, so this is the architecture right now. And I'd like to talk to you about the biggest issues that we had during this migration. So the first issue that was very problematic for me at the beginning was lack of good examples. So because this is still very new thing, and if you are doing this for the first time, and even in Python, there is no good examples of how you should build those mutations, how you should design input for your mutations. So we had to figure it out ourselves, and it was very difficult. And I was looking for some examples online. Right now you can find them, but a year ago it wasn't so easy.
And I remember that I used a lot this GitHub API. So I don't know if you have used this API, but it's available on GitHub, and you can log in with your own credentials that you use to log into GitHub. And it has a lot of very good patterns. So I recommend you to check it, because, for example, you can take a look how they structure ordering. So we have some query to fetch pull requests, and ordering is implemented with enums. So this is very nice pattern, and this is one of the small patterns, but there is a lot of similar ones, like also limiting the pagination or requiring the pagination. So we have to provide always first and number of actual items you want to fetch. So there is a lot of very nice patterns in this API, and I use that a lot at the beginning. Another thing is also about designing mutations, and as I said before, we had about 100 mutations in this API. So most of them are pretty similar, because if you have any project and you have about 30 models and you want to provide API to cover those models, most of the operations are like creating, updating, deleting stuff. So this is basically the same. So if you've built 10 mutations, you already see that they all look the same. So this was also problematic, because I thought, okay, if we did something wrong in those 10 mutations, we have to fix all of them, and we are repeating ourselves. So in Django, we are able to develop this little tool that we called model mutations. It is actually quite interesting, because the previous talk was also about generating mutations. So I think that this is interesting pattern that in different frameworks we are thinking about the same patterns. So maybe eventually frameworks will implement that. I don't know. So imagine that you have to build those 3 mutations, like customer create, customer delete, or customer update. So they are pretty similar, and you also have this user model. This is your database model. So we've built this little tool called model mutation, and in order to use that, you have to provide those 2 things. So first you provide your user model, and then you provide the mutation input. So mutation input tells what data you should provide to mutation in order to use it. So for all those mutations, the steps are the same. So first you have to clean the input. So this is like the initial processing of that data. So for example, if this input contains some ID, like GraphQL ID, this base 64 encoded ID, in this first step we could actually decode that ID and fetch our object from database. In the second step, we are able to construct model instance. So in this mutation, I know what model I need to construct. It will be the user model, because I've provided it before. So either I initialize empty user, or I fetch this user from database. And in the third step, I can pass this data incoming from mutation into this new instance and validate it. So if, for example, user has required email, this is a good place to run this validation. And fourth thing, if everything was all right before, then I can save this model to database. So with this little tool, we were able to quickly build those mutations which are mostly the same. And last issue is also about mutations, actually, and it's about how to design the input of the mutation. So you can consider those 2 examples. So here we have mutation to update checkout. Checkout is the object that holds all the data that you need in order to create an order in your shop. So this is the user, those are the products that the user is buying, those are addresses, etc. So either you can have one big mutation to update all of those fields, or you can have smaller mutations. So actually this is the better pattern, but also we didn't know that at the beginning. So actually these examples are taken from an article by GitHub developer. Here's the link to that article, and this is very well explained there. So I remember that we had problems with that because we didn't know simply what is the best pattern. So after building this API, there are still some unresolved issues that we have. And this is, for example,
quite important for me, this one, is about generating documentation, because documentation is very important part of your product, especially if it is open source. And one of the coolest things about GraphQL is that documentation is built in the schema, right? So you can use Playground, you can use GraphQL, and you can browse this documentation within that. But when I was using this GitHub API, it has very good documentation. So all the objects that you have in API are described over there. So we can just, look at it, quickly find where each object is used. It is very convenient. So I'd like to have such documentation in my project, but I don't want to write everything twice. I already have the description in my code because they are available in the Playground, right? So ideally, I would like to have some tool that would export those descriptions out of my code into some kind of document. And I don't know if there are such tools. I am currently looking for one. And that would be great ability to have in GraphQL. Another issue that we have is access to private and public fields, because as I said before, we have this private dashboard, and dashboard needs some private fields like that customers shouldn't see, and currently our API exposes all of them. So this is problematic because everyone can see the fields that are in your schema. They cannot use it because we have some access restrictions, but still they can see it. So I don't think this is a good pattern, and probably the best idea would be to have two APIs, private API and public API. But this is currently, we are not able to do that with our framework. So this is limitation of Graphene because it allows us to define types, like you can have single type for single model, and I cannot define two types, like one private product and public product, and have them both in my schema. So this is maybe limitation of our framework, but still we have to somehow deal with this problem in the future. And last thing is query complexity. So maybe in the future frameworks will have that built in, but currently we would have to implement it manually. So it's about the shape of query that your API user can actually fetch. So if you have a malicious user, they could create very big query, like very nested one, and that would be very expensive to resolve. So in order to avoid that, we could implement query complexity counting, and based on that we can limit those calls. So some APIs already have that, like for example, I think Shopify has that. I'm not sure about GitHub, but they somehow implement that, but it's still not common. I don't know how it looks like in JavaScript. At least in Python, this is still unresolved issue. So we came to the end almost, and this is the summary for this transition. So at first we had this problem with static HTML views. So we no longer have this problem because we migrated our front-end applications to single page. It was impossible to integrate JavaScript frameworks, but right now we are using the newest possible stack, I would say. So we will have TypeScript, we have React, and we have also Apollo client. As a result of this migration, we have also satisfied our business needs because our project is open source. So the only measure for us to tell if it is popular or not are the GitHub stars. And actually people like what we are doing because we saw huge growth on GitHub since we have started doing this API and migration to single page. So that makes us really happy. And actually, currently we are the top e-commerce written in Python. So yeah, this is really great. And we believe that a lot of those benefits were actually driven by GraphQL. So when I was doing this presentation, I came to this conclusion accidentally, and I think that this is the best summary of this talk. So I believe that right now GraphQL, because this is kind of hype right now for GraphQL, but it really drives your product, and it's also like driving force for your development, because developers are really satisfied when they're using this stack. So this is quite interesting. All right, so if you are interested in actually checking out
There is a public demo. I was thinking about showing it to you, but I don't know if we have time for that. Basically, this is the demo storefront, so you can browse the products and see how Sailor works. And there is also demo for GraphQL, so this is wrong link actually. But if you go to this one, and this link is at the bottom, so you will find it. And you can browse the playground, you can see what this API can do. So if you ever needed e-commerce API, you might be interested in checking that out. And that's it. I hope you enjoyed this talk, and if you have some questions, I'll be happy to answer. It's a good question, and actually we were considering this, but that would be like too big change for us at that moment. So because like this project is 6 years old now, and everything was written in Python for 5 years, and this code base is pretty large. So we could afford rewriting our front-end application into single page. But if we were to rewrite whole Python as well, that would take too much time. So we still might do that, maybe in the future, and actually GraphQL allows that, because if you have the GraphQL layer on top, you can easily, replace your backend. So it won't affect your front-end applications. So this is still an open question. So maybe we'll do that. Right now we are quite happy with Python as well. So. Okay, so the question was about rewriting our backend to other language as well. So, because I said that in Python there is only one library that we are not very happy with, so the question was about using some different language. Yeah, actually I have one more slide, but I'll just quickly show it. So, as I said before, we were pretty excited about GraphQL, and we have a team at Miromi that built this library called Ariadne. And this is kind of a little bit experimental implementation right now, but it works. And this is implementation of GraphQL server in Python, but it follows the Apollo server convention. So, like, we wanted to build something that is similar to what is available in JavaScript. So you are building your GraphQL with SDL, you build your type definitions over there, and then you just build your resolvers as simple functions. And yeah, this is still very new, but if there are any Python developers, or you have friends who do Python and want to build some GraphQL, maybe they will be interested in that. So we will see how it grows. All right, thank you. Ok, je vais faire super vite parce que ça sent la pizza, je commence à avoir super faim. Du coup, je vais aller très très vite. Je vous le dis, il n'y aura pas de questions déjà. Voilà, comme ça va plus vite. Je me présente, donc je m'appelle Jonathan, je travaille chez Eleven Labs, je suis directeur de l'expertise technique. Je suis fondateur du Meetup GraphQL Paris et du Twitter. Si vous pouvez me follow, ça me ferait super plaisir. Voilà, ça me fait toujours plaisir qu'on me follow. Juste parce qu'on a parlé de GraphQL toute la soirée, et puis il y en a qui savent pas vraiment ce que c'est. Je répète, 3 slides, ça va être super rapide. GraphQL, ça a été créé par Facebook en 2012. C'est une RFC. En clair, ils expliquent comment ça devrait fonctionner. Eux, ils l'ont implémenté en PHP. Depuis, ils sont revenus. Ils ont fait ça en JavaScript. C'est juste un query language fortement typé. Ça ne stocke pas la donnée. Malgré le mot QL, je préfère le dire, mais ça stocke rien du tout. Donc, faut pas confondre avec. Aujourd'hui, pas mal de gens confondent avec Neo4j, qui est une base de données graph. Voilà, donc c'est pas du tout la même chose. J'aime beaucoup ce. Alors,
Si quelqu'un a déjà vu mon talk, je vais faire une super blague. Donc là, ça c'est la différence entre GraphQL et REST. Quand vous voulez un burger, vous appelez burger, vous avez tout d'un coup. Sauf si vous faites des annotations, mais normalement vous avez tout d'un coup. Et après vous faites get burger et là vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez. Vous pouvez enlever la tomate, etc. Ça permet du coup déjà d'avoir moins d'appels sur votre réseau et donc de gagner sur les posts que vous allez faire. Et ça permet pour aujourd'hui les gros frameworks React, Angular, vos front-end, ils vous demandent toujours de changer la donnée qu'ils reçoivent. Bah, vous pouvez le faire facilement. Enfin, c'est eux qui se débrouillent. Et du coup, j'ai la même chose pour les véganes. Donc voilà, la même chose avec des salades. Ça marche tout pareil. Et là, il y a un petit truc en plus, c'est ce qu'ils appellent les directives. Donc on peut dire, voilà, je ne veux pas ça dans certains cas. Ok, moi je vais vous parler en fait d'un événement qui a eu lieu au mois de décembre. Donc c'était les API Days. Est-ce que des gens ont été aux API Days? Bon, bah, ceux qui ont vu la track GraphQL, bah, les pizzas sont là-bas. Et, non, je déconne, vous n'avez pas le droit. Et du coup, qu'est-ce que c'est les API Days? Les API Days, c'est des événements dans le monde entier. Donc il y en a à Paris, à Barcelone, à San Francisco, à Londres, à Amsterdam, à Helsinki, enfin voilà, partout. C'est un gros événement. Cette année, il y a eu 3000 personnes à Paris. Ça s'est déroulé à Montrouge, au beffroi de Montrouge. Et il y a eu une track complète GraphQL. Et je vais vous parler de cette track. Voilà, donc ça, c'est les petits trucs où on passe. Pourquoi il y a eu une track GraphQL cette année? Parce que cette année, ça a vraiment pris de l'ampleur. Aujourd'hui, bon là, je cite quelques sociétés, mais bon, GitHub, tout le monde sait qu'ils ont mis leur API GraphQL. Il y a 20 minutes, Facebook, PayPal, Allociné, Coursera, enfin voilà, tout le monde est en train de passer sur GraphQL. En France, c'est pas encore très populaire, mais vous partez aux États-Unis, tout le monde en fait. Vous commencez en Europe, ça commence à vraiment grossir. Et donc, on m'a contacté pour faire la track GraphQL aux API Days. Et voilà ce que ça a donné. Ça a donné quand même 250 personnes, donc intéressées par le sujet. Et ça a surtout donné tous ces speakers-là, qui quasiment tous ont déjà donné une conf au moins au GraphQL Summit. Il y avait, alors pour ceux qui ne connaissent pas, mais Loren qui est le fondateur de GraphQL Guide, Johannes qui a créé Prisma, pas mal de gens de GitHub, et après des gens de AWS, d'IBM, de Netflix. On va revenir sur chaque petit truc. Ça va être super succinct et les vidéos vont être en ligne dans quelques semaines. Il y en a déjà 4. Donc vous pouvez commencer à regarder sur YouTube. Vous tapez API Days 2018. Donc voilà. Donc ça a commencé par Johannes, du coup, qui a expliqué ce que c'est GraphQL et pourquoi l'utiliser. Aujourd'hui, c'est une question que beaucoup de gens se posent, c'est pourquoi mettre ça en place. Moi, je suis très content avec mon API REST, ça marche très bien. Je fais mes appels en GET, en POST, j'ai du cache, je suis content. Je vous invite à regarder son guide qui explique vraiment comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Typiquement, sur les appels réseau, vous gagnez. Sur les appels de base de données, vous allez gagner. Vous pouvez gérer ce que vous ne pouvez pas faire en REST, du multi-query en une seule. Voilà, donc c'est super intéressant à voir. Ensuite, on avait Nick qui travaille chez GitHub, qui est plutôt dans la partie PO, et donc qui expliquait pourquoi ils ont mis en place GraphQL. Tous les avantages et les inconvénients. Le gros problème qu'ils avaient avec leur API, qui est énorme, la V3 de GitHub, c'est que le versionning, la dépression était... Je suis pas sûr, dépression, ouais, ça passera. La dépression, c'était un peu galère. Donc voilà, comment faire? Passer à GraphQL. Et ça a permis aujourd'hui de maintenir une API plus facilement et d'améliorer le workflow des développeurs. Ensuite, il y avait Johannes qui est le fondateur de Prisma. Prisma, c'est quoi? C'est une boîte qui fait du GraphQL managé. Surtout sur la partie serveur, sur tout ce qui est base de données. Aujourd'hui, ils le font, je crois que c'est du MySQL et du Postgre. Et du Mongo. C'est ça que j'ai entendu? Ouais, et du Mongo. Et du coup, là, lui, ce qu'il a expliqué, c'est... On revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Le GraphQL, c'est du schéma first. D'ailleurs, il y a 2 semaines, il est revenu là-dessus. Maintenant, c'est du resolver first. Du coup, il a voulu montrer via Nexus, du coup, comment créer son API, comment la générer facilement. Donc, il a fait un live coding. La vidéo est déjà disponible sur YouTube. Je vous invite à regarder. C'est assez sympathique à voir comment mettre en place une API en quelques secondes. Manager, bien sûr, via Prisma. Du coup, vous n'avez pas votre base de données, vous tapez sur Prisma. C'est assez cher. Hein. C'est pas moi qui fais le business, mais c'est cher. Ensuite, sur Jesse qui est en fait développeur chez GraphCMS. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. Les CMS sont headless. Voilà, parce qu'on en a marre de WordPress. Là, en ce moment, j'en fais sur un projet. J'ai envie de tuer le projet.
faut le dire, hein, WordPress c'est chiant. Et du coup, parce que ça veut faire à la fois du back, du front, ça galère. Donc il y a plein de CMS headless qui naissent. Et GraphCMS, eux, ils ont pris le parti pris de faire par défaut, c'est une API GraphQL qui va sortir. C'est super pratique si vous voulez faire après du stitching. Stitching, c'est pas facile à expliquer, mais en clair sur GraphQL, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez une API GraphQL et que quelqu'un d'autre a une API GraphQL et que vous voulez vous plugger dessus, vous avez juste à aller chercher son schéma et vous allez directement appeler ces résolveurs. Vous n'avez pas de code à faire, ça va directement l'appeler. Quand vous faites ça avec une API REST, vous êtes obligé de faire des appels curl, enfin guzzle comme vous voulez, enfin vous utilisez votre librairie. Et c'est super galère. Et là c'est plus simple. Donc par exemple, nous on utilise GraphCMS. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a notre API GraphQL qui tape sur notre Postgre. On a l'API GraphCMS, on a juste à faire du stitching. Et sur une même query, avec notre endpoint, on peut récupérer ce qu'il y a dans leur CMS et ce qu'il y a sur notre Postgre. Donc là, il y a une petite démo. Pareil, la vidéo est déjà disponible. Petite démo de comment créer super rapidement votre CMS headless. La particularité, c'est que là, c'est du SaaS, full SaaS, et c'est pas trop cher. Moi, je fais aussi du business par rapport à ça. Ensuite, il y avait Gareth de chez Netflix. Alors lui, il n'est pas du tout dev. Et il avait un accent, c'était horrible. Du coup, j'ai essayé de tout comprendre, mais en clair, ce qu'il a voulu exprimer, c'est que, je ne sais pas si vous avez suivi les technos Netflix, mais eux, ils étaient partis sur Falcor. Je ne sais pas si vous avez essayé de l'installer. Moi, j'ai passé 2 semaines, ça ne marche pas, je ne sais pas comment on fait. Et du coup, eux aussi, je pense qu'ils n'ont pas compris. Et donc, ils ont arrêté, ils sont partis sur GraphQL. Et en fait, il expliquait que même pour les PO, ça a aidé, parce qu'aujourd'hui, ils peuvent très facilement rentrer dans de la documentation. Vous avez vu Playground tout à l'heure. La documentation, elle est juste instantanée, vous n'avez rien à faire. Et lui, il peut aller regarder, dire les champs qu'il aura besoin, les renommer comme il veut. Et même un PO peut travailler directement, alors que nos API REST, il fallait mettre un Swagger, il fallait commencer à faire de la doc. Et on sait que nous, les devs, on n'aime pas ça, c'est chiant. Donc voilà, donc ça, c'est fait automatiquement. Ensuite, il y avait Sébastien d'AWS. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent AWS? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent? Parce que vous ne levez jamais les mains. Il y a des gens qui font des trucs. Ouais, c'est bon. Bon, chez AWS, il y a beaucoup de services managés. Il y a énormément de services aujourd'hui. AWS, c'est juste énorme. Et ils viennent de sortir un service managé full GraphQL. Donc vous pouvez créer en 2 secondes top chrono. Je vous le dis, en 2 secondes, il y a 2 clics. Votre API GraphQL qui tape sur un DynamoDB. Et donc c'est ça qu'il a démontré. Il a fait un live coding et il vous crée une API GraphQL qui équivaut à faire un blog en 2 secondes. Donc ça c'est bien, mais ça manque de quelque chose. Et ils ont rajouté Amplify. Et Amplify, lui, ça permet de faire le front qui est associé à votre API GraphQL. Et ça le fait en React, en native, en iOS, en Android. Faites-vous plaisir avec ça, ça coûte pas trop cher, donc faut y aller. Je travaille pas pour AWS. Ensuite, on est passé sur IBM, donc le responsable de la sécurité. Et c'est cool, hein, cette nouvelle façon de faire des API, c'est génial. Par contre, au niveau sécurité, qu'en est-il? Et il se rend compte qu'aujourd'hui, c'est comme d'habitude, c'est qu'on travaille, on fait de la mise en prod, et puis on se dit, ah, maintenant, il faudrait peut-être sécuriser, et c'est galère. Oui, c'est galère parce qu'aujourd'hui, dans une API REST, savoir combien il y a eu d'appels, c'est simple. Sur une API GraphQL, c'est quasiment impossible de savoir les queries qui ont été appelées, combien. Le rate limit, il est compliqué. Regardez sur GitHub, il galère, c'est assez chiant d'ailleurs quand on l'utilise. On ne sait jamais combien d'appels on a fait parce qu'il ne compte pas par query, mais il compte par appel. C'est très, très complexe. Donc il est venu là-dessus, comment gérer ça, comment expliquer. C'était un talk super intéressant. Ils ont commencé à mettre des choses en place, des librairies. Je vous invite à regarder. On passe ensuite encore chez GitHub. Ils étaient sponsors de l'événement, du coup. J'étais obligé de les mettre partout. Donc lui, il a parlé de l'historique de GraphQL. D'où ça vient, comment c'est né. Et pourquoi ils ont commencé à l'utiliser. Et surtout, aujourd'hui, GitHub, eux, c'est une API totalement publique. Et GraphQL, ça leur a permis de vraiment améliorer tout ce qui est versionning. Aujourd'hui, c'est vraiment le use case ultime. C'est que vous n'avez plus besoin de gérer vos systèmes d'URL V3, V4 ou mettre ça dans le header. Voilà, vous avez un seul endpoint et vous pouvez l'utiliser tant que vous voulez. Et vous avez juste à mettre des petites directives dépréciées et c'est terminé. Ensuite, on est passé à Strapi. Strapi, c'est une boîte française qui lui aussi fait un CMS headless open source.
Donc la différence avec GraphCMS, c'est que eux, le code, vous pouvez aller le choper, vous installer sur vos machines, vous pouvez aller triquer ce qu'ils ont fait, faire des PR. C'est super intéressant à aller voir. Ils sont basés sur Paris, ils sont super actifs dans la communauté GraphQL. Donc vraiment un petit projet assez sympa. On termine par les 2 derniers speakers. Donc il y a eu le développeur de chez Gatsby. Est-ce que des gens ont déjà parlé de Gatsby? Ok, Gatsby, ouais. Bon, Gatsby, c'est un site générateur, d'accord, basé sur GraphQL et React. Ce qu'il va faire, c'est que vous allez faire, vous mettre vos fichiers MD ou vos fichiers JS, voilà, il va générer votre site. Et ce qu'il a fait, c'est que pour garder ça, il utilise un GraphQL qui met ça en base de, pas en base de données, en fichier. Les résolvers, c'est des fichiers. Et du coup, ça génère un React qui va taper sur vos fichiers. C'est super bien fait, vous pouvez rajouter des plugins, c'est super facile, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi par exemple en ce moment je travaille avec Gatsby pour faire un design system complet. Donc aucun rapport avec un blog ou quelque chose comme ça. C'est vraiment facile, créer des nouveaux nœuds GraphQL, c'est super simple. Et eux, leur pari, c'est que derrière le site généré, c'est le plus perf au monde. Et effectivement, dans sa démo, c'était le site le plus perf qu'on peut avoir. Et le dernier, c'était le fondateur du Meetup React, qui nous a fait une présentation sur Asura. Asura, ça équivaut à Prisma, mais du côté plutôt MongoDB. C'est une boîte, je crois qu'ils sont en Inde. Et là, c'était plutôt intéressant parce que lui, il a expliqué comment ils ont géré la scalabilité de GraphQL, qui est quand même un enjeu assez complexe à mettre en place parce qu'on ne sait pas trop les résolveurs sur lesquels ils vont taper. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. J'ai été super vite. Je vous invite, bon, si vous avez beaucoup d'argent, à aller faire toutes les confs que je vais citer. Mais il y en a une à Toronto le 28 février, toute une journée sur GraphQL. C'est là qu'on voit l'impact en ce moment de GraphQL et l'envie de faire monter la communauté. Il y a des talks partout dans le monde. GraphQL Paris, ça a été créé au mois de juin, mais il y a GraphQL Londres qui a été créé il n'y a pas très longtemps. GraphQL Toronto qui a été créé. Il commence à en avoir pas mal, donc suivez la communauté, ça grossit de jour en jour. GraphQL Asia, qui va être qui est sponsorisé par Asura, c'est pour ça que je pense que c'est en Inde. Qui est fait le 12 et 13 avril. Les speakers, ils sont juste dingues. Vous avez Lee Byron. Bon, Lee Byron, c'est l'inventeur de GraphQL. Enfin, on dit pas l'inventeur, je sais pas, on dit celui qui a créé, quoi. Et il y a Sacha Solomon qui est chez Twitter. J'ai déjà vu une de ses talks et c'était juste super intéressant. Et vous avez aussi Marc-André Giroux qui travaille chez GitHub et qui a mis pas mal en place la solution GraphQL. Donc je vous invite à aller regarder, au moins de regarder les vidéos si vous ne pouvez pas y aller. Vous avez la GraphQL Conf qui a lieu à Berlin. Donc là c'est pas loin, c'est le 20 et le 21 juin. Les speakers ils sont déjà notés, il y a quasiment les mêmes que GraphQL Asia. En tout cas Lee Byron sera celui qui va lancer la conf. Donc allez-y, l'année dernière elle était juste dingue. C'est là que Apollo a sorti la V2. Donc vraiment beaucoup de choses à apprendre. C'est là qu'on a appris que Medium passait aussi sur GraphQL. Donc allez voir tout ce qui se passe chez eux. Et bien sûr l'année prochaine aux API Days il y aura aussi la track GraphQL. Donc je vous invite à regarder, ça sera certainement dans la plus grande salle, donc on va faire grossir, parce que la communauté devient de plus en plus gros. On va atteindre les 500 personnes là dans pas très longtemps sur GraphQL Paris, je suis très content. Et venez aux API Days de l'année prochaine. Si vous êtes dans la communauté, souvent il y a des places gratos, donc faut suivre le truc sur Twitter. Du coup vous me followez sur Twitter, vous avez compris l'astuce, hein? Ok. Du coup, merci beaucoup. Il n'y a pas de questions. Hein, voilà. Et on va se lancer sur la suite. Pizza, bière. Et passez une bonne soirée. Et merci beaucoup.